Ça rime à quoi tous les dimanches, matin et soir, 6h30, 23h30, pour encadrer votre journée à l'écoute de France Culture. À l'intérieur même, nous sommes promis à l'orage, confie Mathieu Gostola dans Visage vive, ou encore le noir complet nous fait le visage brisé. Mathieu Gostola a 20 ans, c'est-à-dire il y a un peu plus de 10 ans maintenant, puisque vous êtes né en 1981. Vous prétendiez vivre dans la solitude du sage et du fou, amoureux de la lumière. Mais aussi vous prétendiez écrire pour survivre à la vie. C'est en tout cas ce que vous répondiez par écrit à Jean-Pierre Sicre, qui avait choisi de vous publier dans la somptueuse et prestigieuse revue des littératures du monde Caravane, au pluriel. Aujourd'hui, donc un peu plus de 10 ans après, s'il fallait vous présenter à nouveau, vous feriez le même genre de réponse ? Survivre à la vie, c'est vrai que c'est une tentation que l'on peut avoir en se plongeant dans l'écriture, en sachant que écrire, c'est aussi soustraire sa vie, la protéger. C'est ce que dit Quignard quand il dit que l'écriture, c'est une façon qu'on a d'encapuchonner sa vie. Mais en même temps, je pense qu'en écrivant, on s'expose et qu'on est toujours ramené à la vie, même si on fait un détour par les mots. Je pense pas que l'écriture puisse être une façon véritablement de survivre à la vie, mais peut-être davantage d'être en lien plus profondément avec la vie, en sachant qu'on n'écrit jamais que sur les choses, sur les êtres, sur les lieux, et que les mots ne sont finalement faits que pour être écoutés, être lus, être entendus. Les bribes de poèmes publiés alors avaient pour titre « Je ne suis pas encore né ». Ça disait « Je ne suis pas encore né, je ne vois rien, j'expérimente la couleur fétiche de Manet, le noir, avec tous mes sens. Je la touche du bout de mes doigts, encore paralysée. Je la regarde avec intensité, essayant de deviner sa raison d'être. » Aujourd'hui, Mathieu Gostola, vous vous sentez enfin né en poésie ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture, c'est l'idée qu'on puisse construire quelque chose, si tant est que écrire soit construire, à savoir poser des bases stylistiques, des bases qui sont les bases d'une voix qu'on pourrait reconnaître éventuellement, mais en même temps essayer ensuite de les détruire, de mettre à mal ce qu'on a pu construire pour essayer d'aller ailleurs, d'essayer tout simplement de non pas tenter autre chose, mais de partir dans l'inconnu. C'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. C'est l'idée finalement toujours de partir de ce qu'on ne connaît pas pour arriver peut-être à un grain de voix qui nous est familier, mais ensuite de laisser de côté ce grain de voix qui nous est familier pour aller encore ailleurs, là où on n'aurait pas pu imaginer aller, là en tout cas où on se met en danger. La plage, le retour de la plage, les cheveux, le sable brûlant, le petit jardin, le maillot de bain, le grillage où suspendre, les pieds dans la terre, la mousse blanche à la vanille, le jet d'eau tiède du tuyau d'arrosage, le robinet qu'on ferme, la grande serviette blanche pour s'enrouler les cheveux, la nuque, les tongs, le chemin, les dalles irrégulières de la terrasse, le sol de la cuisine, les escaliers, les gouttelettes dans le soleil. Tu n'as jamais vu la mer. Tu es ce qui retourne à sa réception d'étoiles. Dans Visage vive, qui paraît aux éditions Gros Texte, vous écrivez plutôt, Mathieu Gostola, le noir complet nous fait le visage brisé. Alors le noir, oui, le noir c'est une couleur qui m'a toujours fasciné, que j'ai vraiment Toujours, ressenti. Ça commence quand ? Depuis effectivement avant ma naissance, je pense. C'est ce que voulait suggérer Jean-Pierre Sicre, je crois. C'est une couleur que j'ai ressentie véritablement dans les tableaux de Manet, notamment quand il peint ses portraits magnifiques de Morisot, Berthe Morisot. Et en même temps, le noir, c'est aussi d'où l'on vient, c'est-à-dire d'où l'on vient dans l'écriture. Je crois que j'ai écrit beaucoup de textes autour de la souffrance. Ça peut être la souffrance liée à la perte du père, ça peut être la souffrance que j'ai voulu ressentir dans ma chair, qui n'a pas été vécue par moi, qui a été vécue par la personne dont je retrace le parcours dans Des brides tu es toujours.
un parcours fracassé, parcours de cet enfant au moment du génocide au Rwanda. Ça peut être la souffrance de la perte d'un enfant que je relate aussi avec des mots et des silences dans le dernier ouvrage Visage vive. Et c'est ce que dit Nicolas Bouvier dans L'échappée belle, c'est que finalement, je pense qu'il peut exister malgré tout un salut par l'écriture, par les mots, ces mots qui sont arrachés à main nue dans la mine comme anthracite, dans le noir le plus noir, et ensuite qui sont portés à incandescence pour transformer la détresse en cristal. Et cette idée me plaît beaucoup, l'idée qu'on puisse vraiment donc aller dans le noir, ce que je disais au début, c'est-à-dire partir de éventuellement ce qu'on connaît, pour aller vers ce qu'on ne connaît pas. Là, on pourrait être vraiment en danger. Là, on pourrait se révéler, se mettre à nu, et finalement laisser, non pas se dire, mais laisser des choses se dire à travers soi, à travers ce qu'on a pu construire dans notre façon d'écrire, dans nos lectures. Essayer de lâcher complètement prise pour que, en ne cherchant plus à dire les choses, quelque chose puisse se dire. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et l'idée aussi qu'en allant au plus profond de la souffrance, peut-être que finalement, il y a une capacité, une vertu non pas thérapeutique dans l'écriture, mais une volonté de prendre la souffrance et non pas seulement de lui donner une légitimité, parce que je pense pas qu'il y ait la moindre légitimité à souffrir, et que l'art, la plus belle œuvre d'art, ne pourrait pas justifier qu'on puisse être amené à souffrir d'une façon ou d'une autre, mais essayer de présenter l'humain dans la souffrance. Le lendemain est déjà une dépouille que tu t'empresses de jeter. Mon sourire est encore une pensée de toi que ton sommeil a posée pour moi de ta part. Sur la table où je passe mes nuits sur Internet, sur les forums de discussion, avec d'autres parents funambules du dessus du vide, les pieds sur le fil de la douleur qui veulent comprendre. Ce qui peut-être n'est qu'une ombre, à regarder glisser, et qui peut-être, comme les ombres, se dérobera à certaines heures du jour pour revenir, mais plus tard. Alors, j'attends. Je veux comprendre. Et je tends l'oreille avec mes doigts sur les touches de l'ordinateur. Avec mes doigts rejoints en main pour te serrer, sans rien froisser de tes ailes, celle-là que tu déplies quand tu es calme, réconcilié, avec ton visage, inquiet de rien nu quand tu es ensemble dans le sommeil, ensemble comme un seul toit. Et tes ailes, tu me les prêtes en un instant, et je m'envole, dans un sourire que tu me fais sur le visage, comme si c'était un sourire de toujours. Comment sait-on, Mathieu Gostola, quand un tel livre prend fin, avec cette destination inconnue de moi, de toi, et le cœur du livre qui est de dire la mort d'un enfant? Je pense pas qu'un livre qui veuille prendre en son cœur, en son sein, la mort d'un enfant puisse avoir la moindre fin, dans le sens où donner une fin à ce livre, ce serait comme donner prise à cette mort. Parler de cette mort, c'est comme faire en sorte qu'elle ne puisse pas advenir. Puisque quand on parle de quelque chose, finalement, il y a toujours une vie qui surnage, qui survient, qui transperce l'absence. Et même si on parle de souffrance, on ne parle que de la vie. Donc, ma volonté était justement de ne pas clore. C'est pour ça que le dernier poème est un poème finalement ouvert, alors que le moment de la mort a été évoqué avant. J'ai voulu que la chronologie soit chamboulée. Et en même temps, j'ai fait recours aux photographies. De l'Inde. Voilà. Des bougies dans Bodh les Gaya, temples voilà. Et des bougies sur les fleuves, que ce soit le Gange ou ailleurs, toutes ces lumières qui scintillent et qui naviguent. Voilà, exactement. Bodh Gaya. J'ai voulu faire recours à la photographie pour ouvrir encore davantage. Bodh Gaya, ce n'est pas noté, il y a juste marqué que les photographies, qui sont quelques-unes à se glisser entre les poèmes viennent d'Inde. On voit des dotiers, des saris qui sèchent. On voit donc les flammes des bougies. Bodh Gaya, ce n'est pas anodin, parce que c'est quand même le Bouddha, c'est l'arbre de la Bodhi, c'est l'arbre de la sagesse. Voilà, mais si vous voulez, c'était le lieu en lui-même ne fait pas sens plus que cela, dans le sens où finalement le recours aux photographies
c'est une volonté d'ouvrir, comme je le disais, de faire appel... Aux couleurs aussi, voilà, beaucoup de rouge et de feu. De faire appel à quelqu'un qui viendrait mettre du désordre dans le recueil, dans les poèmes. La photo, c'est un peu ça, pour moi, l'idée. C'est jamais présenter quelque chose d'illustratif, mais de créer des correspondances possibles, un système de résonance, de faire que le recueil soit davantage encore une chambre d'écho, des échos qui seront à la fois sonores et visuels, pour le coup. Et dans la tête aussi, parce que les bougies qui naviguent sur le Gange, c'est aussi le symbole du défunt qui s'en va ailleurs. Alors oui, il y a aussi évidemment une résonance particulière étant donné le thème. Et le Gange en lui-même est photographié avec une barque au loin qui peut aussi faire penser aux Styx, avec toujours, même si la barque s'éloigne de plus en plus, une façon qu'elle a toujours de rester dans notre ligne de mire. Ce qui rejoint ce que je disais sur ma volonté de ne pas clore le recueil pour que la vie, même si la vie palpite à travers la souffrance, soit toujours ce qui tienne ensemble les mots, même ce qui les tienne dans leur désordre. Et les bougies, c'est à la fois le visage, vous l'aviez dit, et en même temps la vie, mais la vie avec sa faiblesse, sa fragilité, qui peut, au moindre coup de vent, puisque là il s'agit d'un enfant, être soufflé et nous plonger dans le noir le plus absolu. On revient encore au noir, mais avec une dimension pour le coup moins belle, vraiment le noir vécu comme désolation, avec toujours l'idée que puisse transparaître l'éclaircie, ce que vous disiez encore une fois tout à l'heure. Et ce qui me plaisait aussi dans ces photographies, c'était de donner non pas une illustration de ce qu'est le visage, mais donc d'utiliser la photo comme ouverture, comme absolue non-fermeture quant à un propos, quant à une forme, quant à un ouvrage, et en même temps donner à ressentir ce que peut être le visage comme ouverture. Évidemment, c'est un recueil qui aussi essaie de faire entendre ce qu'est le visage au travers de la récurrence du mot, notamment visage, comme si en répétant un même mot, on pouvait finir par douter de la réalité à laquelle ce mot est rattaché. Prendre quelque chose que l'on connaît bien, prendre quelque chose de commun, et en répétant, essayer de faire vaciller la familiarité au point de faire que la familiarité devienne une non-familiarité. Je suis demeuré au-dessus des éboulis de toi. Je sentais que j'allais me mettre à tousser dans la douleur et partir sans le reste des mots. Nous nous étions engagés par écrit pour ne pas tomber dans la misère. On avait si grand peur que toutes les feuilles des arbres étaient comme parties. Sur la route du retour, les mots ne comptent pas. Il y a de la poussière qui vole, on est comme attaché à ce qui vient de la musique. Ce que le regard nous dit toujours, la peinture du visage n'a pas eu le temps de sécher. Une seule fois j'ai attendu mon retour pour que le jardin soit jusqu'aux mains, le bien-aimé. C'est vrai quand on voit un visage, on est vraiment dans le rapport à l'autre qui peut être intime, qui peut être anonyme, mais on est dans un rapport à l'autre qui n'est absolument pas flou. Donc là, en excluant le visage... La couleur des yeux, la forme des sourcils, le nez, il n'y a rien de tout cela. Il y a le sourire. Il y aurait pu avoir des photos, c'est vrai, qui renvoient ou des mots, au visage, mots pour le dire. Ou des mots pour le dire. Et là, du visage n'a voulu finalement n'a voulu naître que l'ouverture, comme si on ne pouvait pas dire le visage vraiment sans exclure la façon qu'a le visage de toujours résister au dire, faire en sorte que le visage reste toujours cet inconnaissable. Donc pour moi, le poème était intéressant dans le sens où il permet aux choses de survenir comme des épiphanies dans le moment même où elles surviennent, sans qu'elles parviennent à cristallisation, sans qu'elles parviennent vraiment à condensation, à réalité. Comme si finalement c'était la chose dans son élan vers nous-mêmes qui apparaissait à notre écoute, à nos yeux, à notre imaginaire. Et jamais vraiment la chose en elle-même. Façon aussi de dire que c'est notre émotion qui nous permet de faire un trajet vers les choses, vers le monde, vers les êtres, qu'ils soient ceux que nous connaissons ou non. Et c'est un chemin qui est sans cesse à réinventer. Un chemin qui peut se faire
au bout du monde finalement, comme en Inde, ou qui peut se faire à Paris, dans une rue qui nous est très familière. Comme si le véritable lieu, c'était le lieu de notre corps et que tout était étranger, tout était étrangeté. Alors ça peut être l'inquiétante étrangeté, mais ça peut être quelque chose de très jouissif, dans le sens où si tout le familier devient non familier, tout devient une source d'enchantement incroyable, une source d'angoisse également, mais une source d'enchantement incroyable, et que finalement, le moindre visage pour lui-même peut être un appel au voyage, peut être un voyage en tant que tel, plus grand, plus intense, plus fécondant pour l'imaginaire qu'un voyage au bout du monde. Peut-être pas plus, mais en tout cas autant. Et donc, en jouant sur l'Inde, le visage qui revient sans cesse, c'était une façon peut-être d'éveiller cette idée. Ton visage reste sans lendemain. Des inconnus ont envoyé des fleurs. Tu ne les aimais pas, tu préférais les papillons, les déshabiller de l'image que tu te faisais d'eux en les regardant volter autour des fleurs. Je pense à ces vers qui étaient dans ce poème « Je ne suis pas encore née » qui disait « Solfier ses larmes comme une mélodie défendue, avoir la force ». Et ici, dans Visage vive, il est écrit « J'ai tellement hurlé que dans la respiration, les mots sont apparus ». J'ai envie de vous demander, Mathieu Gostola, est-ce que, puisque vous êtes compositeur, également pianiste, en plus de poète, ou à côté, ou ensemble, dans ces moments-là de vie et de douleur réelle, c'est la poésie et non la musique qui prend le dessus? Je ne pense pas que la poésie ou la musique séparées prennent le dessus. La musique comme la poésie sont simplement des chemins qu'on peut emprunter pour encore une fois se laisser aller à être en mesure de pouvoir faire en sorte que les choses se disent à travers nous plutôt que de vouloir dire les choses. Et là, pour le coup, c'est vrai que dans Visage vive, la notion du souffle entrecoupé, du souffle qui va être comme un caillou qui peut dégringoler comme ça, une berge jusqu'à un endroit que l'on ne pourra même pas voir, que le souffle puisse se manifester et d'une façon complètement insu et presque à notre insu. Le silence de qui j'ai divorcé, je ne sais plus quoi faire avec les mots très caractériels. Revenir au silence et partir du silence, c'est toujours une tension qu'on ne quitte jamais. C'est pourquoi il y a beaucoup de blanc sur la page. C'est pourquoi il y a beaucoup de blanc sur la page. Et c'est vraiment une idée qui m'est très chère depuis longtemps, puisque sur la musicalité du vide, disait déjà de par son titre même que les poèmes peuvent finalement exister par le biais du silence, c'est-à-dire qui est matérialisé pour le coup par le blanc sur la page. Et c'est vrai qu'en musique, ce qui fait exister une note, ce qui fait exister une sonorité, c'est le blanc, c'est véritablement pour le coup le silence. Et je me disais que peut-être on pouvait envisager la poésie simplement comme une forme de carillon qu'on faisait résonner, que ce n'est pas nous qui le faisons résonner, c'est pas nous, auteurs, passeurs, c'est le lecteur qui fait résonner avec son regard, avec son émotion, surtout avec son vécu. Et il le fait résonner dans le vide de la page. Évidemment, le simple fait de lever les yeux, de regarder autre chose, de penser à autre chose, c'est créer du vide. C'est soi-même faire sa propre mise en page. De retenir tel fragment de vers, telle phrase, c'est les mettre en évidence comme sur une page blanche et qui sera habitée par nos émotions. Mais là, on ne suggère même pas, on ne propose même pas, mais on donne des pistes. On donne des pistes pour finalement proposer, quand on prend le recueil dans la main, de sortir des chemins battus et d'inventer sa propre lecture, en sachant qu'à partir du moment où le chemin est crevassé, où le danger est possible, la rencontre et l'émerveillement le sont d'autant plus. Et aussi, il est possible de tourner les pages avec irrévérence et de s'arrêter un mot et de faire résonner ce mot avec un mot qui appartient à un autre poème, comme si finalement chaque recueil n'était qu'une invitation donnée au lecteur à vivre ses émotions d'une façon différente, peut-être, en faisant appel à l'étranger, à l'étrangeté de correspondances possibles
qui ne seraient pas survenus dans un premier temps. Et c'est pour ça que l'image est importante en poésie, dans le sens où c'est comme si, dans le réel, dans le familier, survenait une effraction. Et je pense que c'est plus que jamais salutaire de commettre des effractions et des infractions en tout genre. Et la poésie aujourd'hui, plus que jamais, avec ce renouvellement sur la forme qu'elle peut faire constamment, nous y invite. Et je pense que se déprendre d'une image, d'une idée que l'on peut avoir de la poésie, qui est souvent comme ça fossilisée, qui est extrêmement presque empaillée, est plus que jamais salutaire pour non pas inviter forcément le lecteur à lui-même écrire des poèmes, mais à investir autrement ses émotions dans un rapport au monde qui ne soit pas fondé sur le familier, mais sur une somme de voyages possibles. Tu viendras et je chanterai encore une fois, pour avant la mort merveilleuse. Dis, je t'en prie, dans cette voix qui sera la nôtre, j'aimerais n'être pas trop au loin. Je crois que c'est possible de vivre car on est deux et ça a duré. Tu dors maintenant, aucune importance. Tout est déjà là dans le visage et je prends tout avec mon souvenir. Mon souvenir est déjà là même dans le présent du regard. Une larme de moi, alors ma main sur sa joue de lui, pourtant caresse de printemps, avec quoi tout recommence. La douleur a-t-elle répondu finalement ? Elle était située en plein cœur de ton cœur de confiture d'érel. La douleur nous dit que ce n'est pas la peine, mais il y a le sens des couleurs dans le massif des fleurs, à suivre pour où. Il n'y avait pas simplement les choses, surtout j'étais dans la folie de l'histoire de nos corps, pas ensemble, séparés, avec le rien mais si terrible de la mort. Tu es ce qui est un peu froid, mais la neige sort de toi, avec tes bruits de gorge qui me glacent, alors je cours vers dans ce qui de mon cœur a des lucarnes pour respirer. Mais je ne trouve pas ce qui permet de respirer. Je ne trouve pas. Dans un coin de la vie, il y a une tristesse forte à nous réveiller. On aura encore plein d'instants à être debout avant de mourir. Il y a le doux frottement des mots dans le ciel qui s'envolent, un peu de soi quand il s'agit d'être là et de parler pour faire entrer la douleur dans un trou et colmater le trou. Le visage est nu de mourir, dans le silence, il ajoute le ronron. Notre visage prend le temps de nous attacher à chaque pierre du chemin ombragé avec qui jouent les branches des arbres, comme s'il s'agissait de dire « Je reviens, pardon ». Je crois que quand on est confronté à une forme de maladie au long cours qui rend chaque instant absolument assourdissant de douleur, pour la personne qui porte cette douleur, malgré elle, et pour la personne qui accompagne ce parcours sans pouvoir rien faire et en ressentant à quel point, jusque dans la plus grande proximité, on peut être éloigné de quelqu'un qui est touché par la souffrance, eh bien, je pense que parfois, la mort peut être vécue, appelée comme un soulagement, aussi difficile que cela puisse paraître, comme si finalement la souffrance parvenait à un tel point d'intensité, irrévocablement, que la mort, le silence de la souffrance, pas la mort, le silence de la souffrance, devenait une éclaircie. C'est pour ça que le livre, ou la parole, ou le fait de témoigner, d'en parler, le fait d'être là pour faire rejaillir quelque chose d'un souvenir, d'un visage, même si on ne voit pas la couleur des yeux, est important parce que quand quelqu'un est parti, évidemment, ce qu'il reste de cette personne, ce n'est pas sa souffrance, c'est ce qui ne peut pas être mis dans les mots, mais ce qui peut néanmoins être approché, éveillé, en non pas capturant la singularité de la personne qui est partie,
mais en se rappelant la lumière qui émanait d'elle, en se rappelant le noir aussi, qui pouvait sourdre de ses colères, de ses humeurs, en se rappelant toutes les facettes qui composent, qui font la mosaïque d'une singularité et qui font que deux personnes sont absolument irressemblables. Et en même temps, je pense que c'est important de voir, l'amour ne rend pas aveugle, de voir, quand on voit l'autre à travers l'amour, on ne le voit pas à travers l'amour, on le voit véritablement, grâce à l'amour. L'amour, quel qu'il soit, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la tendresse amoureuse, etc. C'est comme une façon finalement d'être touché par la singularité de quelqu'un et de faire en sorte que cette singularité entre en résonance avec nos vies. Ça peut être l'amour qu'on porte à un enfant, quelque chose d'instinctif et en même temps qui se construit au fil des années. Mais la singularité résonne en nous-mêmes à tel point qu'elle en devienne absolument indispensable à notre existence de notre oxygène dans nos cellules. Et en même temps, la singularité reste telle, dans le sens où on n'essaie pas de la transformer en quelque chose qui serait nous, qui nous ressemblerait. Et je pense que c'est important aussi d'être dans la passation d'une émotion qui s'enracine sur la reconnaissance d'une singularité comme quelque chose qui ne nous ressemblera jamais et qui est assourdissant de beauté justement parce que ça ne nous ressemblera jamais. Visages vives de Mathieu Gostola est aux éditions Gros Texte. Cette émission est d'ores et déjà en ligne sur le www.franceculture.fr, notre site internet, grâce auquel vous pouvez réécouter durant des mois, mais aussi et surtout plébisciter, télécharger et ainsi conserver les émissions sur toutes sortes d'ordinateurs, tablettes et autres baladeurs. Ça rime à quoi ? En multidiffusion à 6h30 et 23h30 tous les dimanches sur France Culture. Pierre Monteil, Pierre Mine, Anne de Biran, Patrick Molinier, Sophie Nolot.